Le travail, c'est la santé, c'est bien connu. C'est la dignité reconquise de l'homme, à la sueur de son front. C'est la promesse d'une récompense, c'est la bonne conscience. Oui, mais le travail, c'est aussi le drame de ceux qui perdent leur vie à vouloir la gagner. C'est aussi le labeur infini, c'est aussi le supplice des laborieux, abrutis par la routine qu'une main de fer écrase sous la contrainte ou qu'une main paternelle caresse pour mieux les exploiter. C'est de cette main paternelle que parle Michela Marzano dans un très très bon livre qui s'appelle « Extension du domaine de la manipulation de l'entreprise à la vie privée », paru chez Grasset. Et c'est avec elle que nous allons parler de la question du travail. Bonjour Michela. Bonjour Raphaël. Alors, c'est un très bon livre dans lequel vous énumérez notamment les 3 piliers de notre société managériale, comme vous dites, qui sont donc authenticité, volontarisme, autonomie. Mais alors vous les énumérez non pas pour en faire l'éloge, mais pour dire qu'ils sont le paravent, l'alibi finalement, d'une forme moderne, d'une version moderne de l'exploitation de l'homme par l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'effectivement on a assisté progressivement ces 30 dernières années à une sorte de changement de paradigme, dans le sens où on est passé d'une société autoritaire, où il y avait des ordres clairs, clairement définis. Avec une adversité objective d'ailleurs. Avec une adversité un patron brutal. Absolument, qui était là, qui donnait des ordres auxquels il fallait se conformer, à une société où apparemment l'autorité a été mise à l'écart, dans le sens où on valorise l'autonomie, chacun se donne sa propre loi, l'authenticité, chacun est censé pouvoir être soi-même, le volontarisme, à force de vouloir, on peut obtenir ce qu'on veut, mais finalement derrière tout ça, il y a l'autorité reste, quoique présenté d'une façon différente, dans le sens où les objectifs des entreprises restent fixés de façon autoritaire par la direction. Alors, la seule autonomie qui reste finalement aux salariés, c'est les marges de manœuvre dans les moyens. Ce qui est assez pervers comme système, dans le sens où on parle beaucoup d'autonomie, il faut prendre des risques, il faut choisir, il faut décider soi-même comment gérer son propre travail, mais en même temps, si les objectifs ne sont pas atteints, il y a comme résultat une sorte de culpabilisation de la part du travailleur. C'est intéressant parce que vous avez fait un lapsus qui vous vient de l'accent. Si les objectifs ne sont pas atteints ou à temps, c'est-à-dire s'ils ne sont pas atteints à temps, effectivement, la main de fer redevient une main de fer. Mais moi, c'est quand même l'objection que j'allais vous faire. Je ne sais pas si cette objection est recevable, mais à tout prendre, un système dans lequel on exploite objectivement quelqu'un est pire peut-être qu'un système dans lequel alors qu'un système sournois ou pervers, une espèce de despotisme sournois, c'est l'expression de Tocqueville, dans lequel finalement on magnifie sa personne, ou on se donne l'air de magnifier la personne de celui qu'on emploie. Oui, disons que, je trouve que dans les deux systèmes... Dans l'ordre de la servitude volontaire, oui. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux être magnifié par son patron que objectivement écrasé par lui ? Je trouve que dans les deux cas, il y a des problèmes. Alors, les problèmes qu'on retrouve dans cette forme de nouvelle servitude volontaire, c'est qu'on a les sentiments qu'on travaille effectivement pour soi, pour son propre bonheur, pour s'épanouir, et finalement, derrière, l'exploitation reste. Donc, il y a quelque chose qui relève de la manipulation, effectivement. C'est-à-dire, on fait passer des objectifs de l'entreprise, des performances, comme étant des objectifs de chacun de nous. Donc, il y a derrière une forme de manipulation, dans le sens où chacun est convaincu qu'il est en train d'ouvrir pour soi, là où il continue à travailler pour une institution, pour une organisation. Donc, ce qu'il y a un peu de paradoxal, c'est qu'il n'y a plus une autorité extérieure à laquelle on peut s'opposer de façon claire, mais il y a une façon d'intérioriser les injonctions et donc de devenir soi-même responsable de son propre malheur. Donc, en somme, en étant responsable de sa propre existence, on ne fait que devenir le rouage consentant d'un système plus subtil, plus fin. Vous avez dit, vous connaissez la différence d'ailleurs entre le capitalisme et le communisme? En principe, oui. On dit du capitalisme que c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et on dit du communisme que c'est l'inverse. Regardez cette image. Vous la connaissez évidemment, tout le monde la connaît. C'est peut-être la plus belle image, ou en tout cas l'image par excellence du XXe siècle. Pour mémoire, on est en 1936. Ce sont les temps modernes. C'est le film de Charlie Chaplin avec Paulette Goddard. Et cette image archi célèbre, c'est l'image d'un homme rendu fou par le travail à la chaîne, on est en plein Fordisme, rendu fou par le travail à la chaîne, happé
par la machine et qui se retrouve au milieu des rouages à continuer à fixer des boulons qui, pour le coup, véritablement ne servent à rien puisque les boulons tiennent. C'est une image magnifique dans laquelle, notamment, ce qui est frappant, je trouve, mais vous allez me donner votre avis, on a là le regard d'un homme et le sourire d'un homme dont on ne sait pas si c'est un sourire de joie, de folie, de bonheur d'être fou, comme si la folie était presque un soulagement ou presque une revendication de liberté. Qu'en pensez-vous ? Je pense que vous avez raison dans le sens où on retrouve un peu l'ambiguïté dans l'état d'abandon total, dans l'état des folies, dans le sens où il y a un sourire. Est-ce que c'est le sourire d'un homme qui est en train de tout lâcher parce qu'il est pris à l'intérieur d'un mécanisme qui le dépasse, ou est-ce que c'est le sourire d'un homme qui n'a plus rien à perdre à partir du moment où il a tout perdu? Alors, en même temps, c'est une image effectivement très ambivalente, et c'est ça qui est toute la beauté de cette image, parce que ça renvoie à l'ambivalence de chaque individu. Chacun de nous est très ambivalent. Et là, il y a cette idée, je travaille, je ne pense plus à ce que je suis en train de faire, je suis pris dans les rouages, la rue, les boulons, en train de serrer. Et en même temps, j'oublie aussi mes propres problèmes, mes propres soucis. Donc, il y a cette ambivalence qui fait qu'on ne sait plus bien où la subjectivité de la personne qui est là peut réellement se placer. Donc il y a cette idée que finalement dans ce travail à la chaîne, dans les Fordismes, comme vous l'avez très bien dit, il y avait un abandon de son propre désir. On était pris à l'intérieur d'une organisation où tout était géré, et donc son propre désir à soi disparaissait à l'intérieur de ces mécanismes. C'est fou d'ailleurs à quel point ça ressemble à ce que vous décrivez aujourd'hui, justement. Sauf que le système est moins contraignant, parce que dans les temps modernes, l'enjeu du film, c'était une revendication d'humanité contre la déshumanisation d'un système qui traitait les gens comme des animaux. Le meilleur exemple d'ailleurs, c'est cette scène avec la machine à donner à manger à l'ouvrier, vous savez, où on finit par lui faire avaler des boulons. Et en même temps, on retrouve aujourd'hui cette même absorption par le système, mais cette fois-ci, absorption par le système qui passerait non pas par la contrainte d'un contremaître, d'un patron, qui est le seul à parler d'ailleurs dans ce qui est le dernier film muet de Chaplin, mais davantage par l'écoute, le DRH, le psychanalyse d'entreprise, enfin, etc., etc. Disons que... Autant de rouages, des rouages différents, des rouages peut-être Ce sont des plus rouages humains. différents, sauf que des là... rouages à figure humaine. Sauf que là, on peut bien les identifier, dans le sens où c'est clair quel est le problème. On voit les rouages, on voit quelle est sa place ou sa non-place en tant que sujet. Et donc, du coup, vu de l'extérieur, on connaît bien quelle est l'objection, quelles sont les objections, quel est l'ennemi. D'ailleurs, on connaît très bien aussi, à cette époque-là, il y avait tout un mouvement d'entraide entre les différents ouvriers. Donc, il y avait aussi quelque chose qui revenait du côté de l'humanité, dans le sens où les différents ouvriers pouvaient, à un moment ou l'autre, se retrouver entre eux et combattre contre cette structure. Là où aujourd'hui, l'engrenage est plus sournois, il est plus caché. Donc du coup, les sentiments qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas cette structure contre laquelle on peut se tourner. Et d'ailleurs, il y a aussi un effritement de solidarité, dans le sens où, à l'intérieur des entreprises aujourd'hui, il n'y a pas des mouvements d'entraide, mais il y a plutôt chacun pour soi. C'est-à-dire chacun est le sujet de sa propre vie. Du coup, on doit essayer de se débrouiller tout seul avec ses propres problèmes. Et il n'y a plus cette idée des liens. Les liens sociaux sont en train de s'effriter, en train de se déconstruire. C'est l'entrée, ce que vous appelez l'hyper-individualisme. Vous vous souvenez de ce texte magnifique de Simone Veil, La condition ouvrière, qui est une autobiographie, en fait, puisqu'elle parle d'elle-même. Jeudi 21 mars, toute la journée, rivetage des armatures, et atteint 700 en 4h30. Entrain en sortant à midi, épuisement après le repas, soir, trop fatigué pour manger, reste étendu sur le lit, peu à peu, lassitude très douce, sommeil délicieux. Pensée vide toute la journée, sans artifice comme pour le rivetage, par un effort de volonté soutenu, trop de peine. Pourtant je m'étais levé avec un mal de tête qui a failli me faire rester, encouragé par le fait que c'est du bon boulot, quoique dur, et aussi surtout par une sorte d'esprit sportif, travail réellement ininterrompu. Oui, et là c'est magnifique parce qu'effectivement, c'est magnifique parce que Simone Veil effectivement va travailler dans une usine pour essayer de comprendre dès l'intérieur comment ça se passe. Elle comprend la réalité du travail manuel, donc il y a ce travail aussi sur les corps épuisés au bout d'un moment, et en même temps, dans l'effet de se vider la tête toute la journée, les soirs, il y a aussi la possibilité de se réapproprier d'elle, parce qu'il y a aussi d'autres pages très belles où elle décrit la découverte d'une sincérité qu'elle retrouve dans l'usine et qui peut-être elle ne trouvait pas à l'intérieur du monde intellectuel. Non, alors c'est vrai, et c'est tout le propos d'ailleurs de l'œuvre de Simone Veil qui quête cette sincérité. Alors on va changer de décor complètement d'ailleurs. On est en plein changement de décor ici, et encore,
C'est un changement de décor, mais ça n'est qu'un changement de décor à vous lire. Puisqu'en somme, il n'y a qu'une différence de degré ou de sonorité entre les temps modernes et ce qu'on voit ici, qui, pour tout le monde d'ailleurs, c'est le Googleplex. Hein. Le campus Google, la salle de musculation ici, en libre accès sur le site avec piscine, ping-pong, billard, où là, véritablement, l'employé est, semble-t-il, respecté, considéré, magnifié, applaudi, encouragé. Et alors, cette image, en cherchant cette image pour les besoins de l'émission, j'ai regardé dans votre livre, Michela Marzano, et vous avez un chapitre très intéressant qui s'appelle La cage dorée. Vous dites notamment ceci, vous dites « On voit comment se dessinent les contours d'une société manipulatrice établissant une cage dorée qui valorise ceux qui arrivent à donner aux autres le sentiment qu'ils sont libres de leurs choix et de leurs actes, tout en accomplissant les tâches qu'on leur impose. Une cage dorée, où chacun est invité à donner son libre consentement à ce qu'on attend de lui. Une cage dorée, où ceux qui ne réussissent pas sont tenus pour responsables de leurs échecs et culpabilisés. C'est ça, hein, la cage dorée. Oui, ça c'est effectivement une cage dorée. Moi, ce que je trouve très intéressant dans cette image, c'est qu'on essaie de mettre en image la vitesse. Alors, ce qui caractérise aussi cette société, ce n'est pas uniquement cette question d'engrenage à l'intérieur duquel on se retrouve, mais aussi l'effet de courir tout le temps. Alors, même dans la salle de détente, on voit des gens qui sont en train de courir. Il y a cette idée aujourd'hui, les temps, on ne peut pas prendre son temps. Ils courent, mais ils ne vont nulle part. Ils courent pour eux-mêmes. Absolument. Ils courent sans se rendre où que ce soit. D'ailleurs, je trouve que c'est une très belle métaphore du travail, au moins tel qu'il avait été qualifié par Hannah Arendt, quand il dit qu'il y avait une différence entre l'effet d'ouvrir. Quand on est en train d'ouvrir, on produit. Le verbe ouvrer qui a donné ouvrier. Qui a donné ouvrier. Et donc, on produit quelque chose et on peut contempler les produits de son travail et se réjouir. Et puis, travailler, qui renvoie à l'étymologie latine des tripalium. Tripalium, donc, qui est un instrument de torture. Un instrument de torture, où finalement, on est tout le temps dans l'activité, on court tout le temps, et en même temps, on ne voit jamais les fruits de son propre travail. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de circularité. On n'arrivait pas à se poser. Et donc, on va nulle part, effectivement, comme vous venez de le dire, parce qu'à force de courir, quels sont les produits? De quelle façon on change le monde et on se change soi-même? Tenez, regardez ça. On l'a repéré sur Internet. Facile d'ailleurs, parce que c'est le fond de l'affaire. Regardez, le Googleplex, justement. On va aller nulle part. On va aller là où il se trouve et on va le regarder d'en haut. Googleplex, ici, quand on le regarde, c'est exactement ce qu'on appelle une cage. C'est exactement ce qu'on appelle une cage, et une cage dorée. Parfaitement ordonnée, parfaitement dorée. C'est une cage dont on pourrait trouver d'ailleurs la description dans 1984. C'est une espèce de... Il y a un texte de Tocqueville extraordinaire dans lequel il parle d'un despotisme sournois propre au temps démocratique. On est ici typiquement dans une espèce de... Alors, est-ce qu'on pourrait parler de despotisme, d'un despotisme interne, une façon de modeler les esprits? La meilleure prison est une prison sans barreaux? Absolument, même si ici on voit aussi des barreaux, parce qu'on voit des murs. Alors c'est intéressant parce que ça renvoie à quelque chose d'autre de notre société, cette idée de vouloir construire des murs pour séparer. Donc il y a un dehors et il y a un dedans. Et à l'intérieur du dedans, enfin, l'espace et le temps est organisé de façon finalement extrêmement rigide. Parce que c'est vrai que les règles apparemment sont plus souples, mais l'effet de vouloir intégrer des espaces de détente à l'intérieur du lieu du travail signifie que même le temps en dehors du travail est organisé selon les règles du travail. Donc finalement, on n'échappe jamais du travail lui-même. On est toujours là-dedans. Alors là, on a cet espace entouré des murs, mais l'autre moyen magnifique par lequel on est toujours sous tension, c'est les portables. On doit être joignable à tout moment de la journée. Oui, c'est-à-dire ce qui est un gain de liberté est en somme vécu le plus souvent comme une aliénation supplémentaire. Oui, enfin, on peut le vivre aussi comme ça. C'est toujours l'ambiguïté après des moyens, des évolutions techniques. Enfin, on est juge et parti, vous et moi. On a tous les deux un portable. C'est quand même très pratique. Hein. C'est très pratique, sauf que moi j'ai appris à l'étendre de temps en temps. Ce qui m'a donné une place de liberté importante. Mais beaucoup de gens aujourd'hui dans les entreprises, ils n'arrivent même plus à pouvoir débrancher leur portable parce qu'ils doivent être repérables et joignables 24 heures sur 24. Donc ce qui est assez paradoxal parce que d'une part on a la diminution d'heures de travail en tant que telle, mais en même temps tout l'espace du temps de la vie est envahi aussi par le travail lui-même. Revenons en amont, la préhistoire des problèmes qu'on se pose ici, Michela Marzano. Est-ce que ça n'est pas Aristote dans les politiques quand il parle de ce qu'il a appelé la crématistique? Il dit ceci, il dit que chaque objet possédé a un double usage. Une valeur d'usage, précisément, et une valeur d'échange. Il prend l'exemple de la chaussure. On peut fabriquer une chaussure pour soi, pour la porter. On peut fabriquer une chaussure pour la vendre.
Et Aristote, de ce point de vue, est l'ancêtre de ce que Marx dira d'ailleurs dans ses premiers écrits. Hein. Le moment où on passe de la chose à la marchandise. Et ça se trouve dans les politiques. C'est le moment où on rentre dans un travail qui nous fait courir pour aller nulle part. Alors moi je dirais oui et non, dans le sens où évidemment on travaille pour soi, donc on peut construire des chaussures, on peut fabriquer des chaussures pour soi. En même temps, le moment de l'échange aussi est important, parce que c'est une question, c'est la circulation des produits. Si on ne faisait que construire des produits pour soi, il n'y aurait pas non plus cette possibilité de l'échange. Alors le problème c'est quand on bascule, quand on ne fait que produire afin d'échanger. Parce qu'à ce moment-là, d'ailleurs, même les rapports humains eux-mêmes ne deviennent que des rapports d'échange. Donc tout devient quelque part marchandise. D'ailleurs, c'est ce qui avait après critiqué Marx en disant que tout était était rentré dans les domaines de la marchandisation. Mais la meilleure preuve que tout devient marchandise, c'est que l'une des marchandises aujourd'hui qui se vend le mieux, c'est-à-dire c'est fou d'ailleurs la place que le marché alloue à ceux qui critiquent le marché. C'est extraordinaire. Et alors l'une des marchandises qui se vend le mieux, c'est les souvenirs de mai 68. Ne vous laissez pas exploiter. On retrouve ici l'idée du mécanisme. Vraisemblablement, d'ailleurs, ces rouages rappellent l'image des temps modernes. Absolument. Le capital pris entre le marteau et l'enclume, bon là c'est plus clair. La révolution culturelle contre une société de robots qui renverrait davantage à Google. Et moi, cette image que j'aime tout particulièrement, Michela Marzano, qui parle de grève illimitée, avec une revendication d'irrationalité. Peut-être l'unique façon de sortir du travail serait de le congédier. Voilà, là, effectivement, on tombe d'un extrême à l'autre, dans le sens où, effectivement, alors il faut aussi, tout le monde le sait, mais 68, on est à la fin des 30 glorieuses, même si on ne sait pas encore qu'on est en train de passer à un autre moment. Donc, c'est effectivement une période particulière où il y a cette surproduction, surconsommation. Donc, effectivement, on se demande pour quelles raisons il faut continuer à travailler pour produire s'il n'y a que la production finalement dans la vie. Donc il y a cette volonté de vouloir sortir de ces mécanismes où tout est fait pour être vendu, produit, échangé. Alors le problème c'est qu'est-ce qu'on propose, parce que grève illimitée. Certes, ça peut être... Mais ce qui est intéressant, c'est la revendication d'irrationalité. C'est une revendication d'irrationalité. Parce profondément irrationnelle. On veut sortir complètement du travail. Alors évidemment, c'est une chose de critiquer des dérives, c'est une autre de croire qu'on n'a pas besoin du travail. Parce que jusqu'à maintenant, on a pointé aussi les éléments négatifs d'un travail, d'une robotisation, tout cela. Mais c'est vrai aussi que c'est aussi dans et par le travail qu'on peut effectivement s'épanouir. Il y a une forme d'épanouissement qui passe dans le travail. D'ailleurs, ça on les retrouve très beau dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert qui disait qu'il y a une forme de plaisir dans le travail et qui va contrer la possibilité d'une ennui. Donc c'est toujours tous les paradoxes. C'est ce que j'allais vous faire comme objection, mais vous l'avez fait vous-même. On pourrait faire deux objections. Hein. On pourrait dire d'abord que le travail nous repose de l'ennui. Parce que rien n'est plus fatigant, après tout, que l'ennui et que le chômage, par exemple. Donc le travail nous repose de la fatigue infinie qui accompagne l'ennui, l'inaction, l'inactivité, etc. Et la deuxième chose, c'est on peut imaginer un travail qui serait, par exemple, le travail d'un artisan. C'est-à-dire le travail, non pas le travail à la chaîne, que ce soit Chaplin ou que ce soit Google, mais le travail d'un artisan qui produit quelque chose peut-être pour lui-même ou par amour de son objet, dont les gestes sont tout entiers marqués, non pas par le travail à la chaîne, mais par la connaissance intime de la matière qu'il sculpte, auquel cas on accède là à une véritable noblesse du travail. Absolument. Mais d'ailleurs, vous le savez mieux que moi, c'est une tension intrinsèque au travail depuis l'origine. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle du travail, on est pris entre d'une part les côtés nécessité et d'autre part les côtés liberté. C'est-à-dire, ça les anciens ont bien montré, il y a une nécessité qui fait qu'on travaille, il faut bien travailler pour pouvoir vivre, mais en même temps, c'est aussi par le travail qu'on accède à une forme de liberté. Ça, on le voit très bien, par exemple, dans les écrits d'Hegel, où il explique où effectivement, par le travail, dans la dialectique maître-esclave, c'est l'esclave qui essaie de montrer aussi comment par le travail on accède aussi à une forme de liberté. Donc effectivement, toute la complexité et en même temps la fascination liée au travail, c'est qu'il y a ces deux extrêmes, ces deux opposés, nécessité, liberté, ennui, plaisir. Alors toute la question c'est comment trouver un juste équilibre. Et comment sortir du travail sans brandir une grève illimitée et sans pour autant partir tout simplement en vacances. On va regarder d'ailleurs une image qui le dit bien assez. Mais vous connaissez ce passage dans le mythe de Sisyphe de Camus? Il dit ceci, il dit « Il arrive que les décors s'écroulent, levées, tramways,
4 heures de bureau ou d'usine, repas, tramway, 4 heures de travail, repas, sommeil. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, sur le même rythme, cette route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le pourquoi s'élève et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. Commence, ceci est important. La lassitude est à la fin des actes d'une vie machinale, mais elle inaugure en même temps le mouvement de la conscience. Alors c'est magnifique parce qu'en plus dans ces passages, on retrouve une question clé qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, la question du pourquoi. Aujourd'hui, on est dans la société des comment. On cherche toujours à savoir comment obtenir un résultat, comment choisir, quels sont les instruments qu'il faut employer. Là où la question du pourquoi, ça renvoie au sens. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est que parfois, tellement on est pris dans les mécanismes, dans l'urgence, dans les tâches qui se multiplient, on court tellement qu'on ne s'arrête même plus pour se demander pourquoi. Et les pourquoi, c'est la question du sens. Donc, effectivement, ce n'est que par les pourquoi et par les sens qu'on peut aussi redécouvrir cette dimension du plaisir qu'on peut avoir dans le travail. Est-ce que la question du pourquoi ne se pose pas justement à la faveur du travail, qui serait comme un écrin ? Plus on travaille, en somme, plus on a l'idée du pourquoi. Plus on recherche le pourquoi. Est-ce qu'en somme, la naissance même de la quête d'un sens ne vient pas justement du fait d'avoir la tête dans le guidon? Est-ce que le travail, de la même façon que la terre produit la vie chez Lucrèce, que la vie surgit de l'inanimé, est-ce que le travail, la routine, n'est pas le lieu de gestation des questions véritables? Alors, je ne sais pas, dans le sens où parfois, quand on est pris effectivement dans les cercles sans fin du travail, moi j'ai plutôt tendance à dire que les pourquoi ne peuvent pas émerger. On est trop pris dans les comment pour pouvoir se demander encore pourquoi. Est-ce que là, on se pose la question du pourquoi, Michela Marzano? Alors, je pense qu'effectivement, moi j'adorerais être dans ces beaux paysages pour pouvoir avoir le temps de me poser la question du pourquoi. Pour avoir moins froid aussi, non? Pour avoir aussi moins froid, effectivement. Évidemment, c'est un moment de repos, on a besoin du repos pour pouvoir se ressourcer. Alors la question qu'on peut se poser, c'est la dit, face à ce genre d'images, on en voit beaucoup effectivement aujourd'hui sur Internet, les agences de voyage, etc. C'est qu'il y a parfois une instrumentalisation aussi du temps de détente, dans le sens où de plus en plus, on propose ces plages magnifiques, ces plages horaires, ces endroits complètement décalés pour pouvoir se ressourcer et mieux travailler au retour. Donc du coup, celui qui était censé être un temps des ressourcements intérieurs devient finalement un temps pour retrouver l'énergie. J'ai froid pour vous. Attendez, allez-y. Continue. Non, mais c'est bien, c'est très gentil. Donc ça devient effectivement un moment où on retrouve une énergie nécessaire pour mieux travailler au moment qu'on revient sur le lieu de travail. C'est ça veut dire qu'on reste dans la dialectique du travail ici. Absolument. Ça veut dire que ce qu'on appelle le temps libre n'est pas un temps libre. D'ailleurs, on le dit souvent, on dit « je vais recharger mes accus ». Je vais faire le plein, je vais, alors pire encore, me ressourcer. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire qu'on va remettre du fuel dans le moteur, de manière à pouvoir ensuite retomber dans le travail. En somme, la suspension du travail n'est que relative au travail ici. N'est que relative dans le sens où, effectivement, on va se ressourcer, on va reprendre de l'énergie et on retrouve aussi cette idée de la robotisation. Comme une machine ne peut plus marcher quand il n'a plus d'essence, eh bien, de même, l'être humain doit se ressourcer, mais afin de reprendre après l'activité du travail dans les mêmes rythmes et dans la même vitesse qu'avant. Se pose alors la question de savoir ce qu'est une vacance véritable. À quel moment est-ce qu'on sort véritablement du travail? Moi, je dirais que peut-être il faudrait mieux organiser le temps du travail lui-même, dans le sens où alterner des moments d'activité à des moments où effectivement on arrive à se ressourcer, mais pas uniquement d'un point de vue physique. Se poser des questions aussi par rapport à sa propre vie, sur l'essence de son propre travail, et donc finalement alterner des moments de vitesse à des moments de lenteur. Moi, je trouve que ce qu'on est... Est-ce que ça n'est pas ce qu'on voit ici dans une image comme celle-là? Est-ce qu'en somme, il n'y a pas d'un côté le rythme effréné du travail et de l'autre côté le rythme, en somme, métro, boulot, dodo et bungalow, chaise longue, plage, sieste? Et ben, est-ce que c'est pas la même chose, ça? Non, parce que là, il y a un cloisonnement. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un clivage. C'est comme si l'homme pouvait être clivé entre, d'une part, l'activité et le travail, et d'autre part, le repos et la détente. Or, travail, activité, détente et repos n'ont du sens que si elles sont articulées chaque jour. Bon, merci Michela. Merci à vous, Raphaël. Merci. Ça ne servait à rien. Ça, c'est
Thank you.